La pluie battait avec une régularité mécanique contre les grandes baies vitrées de leur appartement de la Croix-Rousse. L'eau déformait les lumières de la ville en contrebas, enfermant la pièce dans une pénombre grise et oppressante. Au centre de la cuisine, debout devant l'îlot central, Camille fixait la petite boîte en carton rigide que le clerc de notaire lui avait remise le matin même. Elle souleva lentement le couvercle. Une odeur de poussière froide s'en échappa, immédiatement suivie par l'effluve suranné d'une eau de Cologne à la lavande. C'était l'odeur exacte de la nuque de Madeleine. La gorge de Camille se serra, un spasme sec qui ne produisit aucune larme. Le chagrin semblait englué quelque part dans sa poitrine, étouffé par le bourdonnement sourd du réfrigérateur américain derrière elle. Ses doigts, légèrement engourdis par l'humidité ambiante, plongèrent dans le coton jauni pour en extraire une broche. Le métal était noirci par les années, la surface rugueuse sous la pulpe de ses pouces. Ses motifs végétaux étaient empâtés par la crasse, et les pierres, ternies, semblaient avoir bu toute la lumière sans jamais la restituer. Camille laissa glisser l'objet de ses mains. Le cliquetis mat du métal contre la surface immaculée du plan de travail en quartz résonna dans le silence de l'appartement. Ce son plat, dénué d'écho, ancrait brutalement la mort de sa grand-mère dans la trivialité glaciale de cette cuisine suréquipée. Elle posa ses paumes à plat sur la pierre froide, cherchant un appui, un ancrage dans cette journée qui lui échappait. Des pas lourds firent vibrer le parquet du couloir. Julien entra, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone, le visage éclairé par une lueur blanche qui creusait ses traits. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle, envahissant immédiatement son espace vital, exigeant par sa seule posture que l'attention de la pièce converge vers lui. Il ne regarda ni le visage fatigué de sa femme, ni ses épaules voûtées par la fatigue des derniers jours. « C'est quoi ça ?» La phrase n'était pas une question. C'était un constat agacé, prononcé sans lever les yeux de son écran. Julien posa enfin son téléphone, face contre le quartz à quelques millimètres de la broche. « C'était à Madeleine, » murmura Camille. « Le notaire me l'a donné. » Julien soupira d'une expiration courte par le nez. Il pinça l'objet entre son pouce et son index, le soulevant à hauteur de ses yeux avec une moue de dédain. Il le fit tourner une fois, sans ménagement. L'air se chargea d'une tension électrique, invisible mais palpable. Camille sentit son rythme cardiaque s'accélérer imperceptiblement. Elle connaissait ce silence, celui qui précédait toujours l'effacement de ses propres émotions, au profit de l'humeur de son mari. Depuis l'enterrement, le deuil de Camille prenait une place qu'elle n'avait pas le droit d'occuper, une énergie que Julien considérait lui être exclusivement due. « Tu ne vas quand même pas garder cette vieillerie. » Sa voix était plate, tranchante, dénuée de la moindre inflexion de compassion. Il laissa retomber la broche sur le plan de travail. Le même cliquetis mat se fit entendre, mais cette fois imposé, définitif. « C'est un souvenir de famille », tenta de justifier Camille, la voix déjà vacillante, s'excusant presque d'éprouver du chagrin pour un bout de métal. « C'est surtout un déchet de marché aux puces qui va prendre la poussière et traîner partout. Range ça. On dîne dans 20 minutes. » Il tourna les talons, récupérant son téléphone d'un geste sec, la laissant seule avec la pluie qui continuait de frapper les vitres en rafales continues. Sur le quartz froid, la broche de Madeleine ressemblait exactement à ce que Julien venait de décréter. Un objet misérable, indigne d'attention. Camille baissa les yeux,
ravala sa salive au goût de cendre et glissa précipitamment la broche au fond de sa poche, soudain honteuse de la vulnérabilité qu'elle venait d'exposer. Le glissement s'opéra de manière insidieuse, quelques semaines plus tard, lorsque la restructuration du département logistique balaya le poste de cadre de Julien. Il n'y eut ni remise en question, ni mise à jour de CV, ni entretien d'embauche. L'humiliation sourde d'avoir été remercié par sa hiérarchie s'était immédiatement muée en une arrogance fiévreuse. L'appartement perdit sa torpeur poisseuse pour se charger d'une électricité statique, une tension constante qui rendait l'air sec, presque difficile à respirer. À 3 heures du matin, le silence nocturne de la Croix-Rousse était désormais parasité par un bruit nouveau, implacable, le cliquetis frénétique, obsessionnel, de la souris d'ordinateur. Camille, figée sous les draps froids, écoutait cette cadence saccadée qui semblait scander l'effondrement de leur foyer. Parfois, incapable de trouver le sommeil, elle se levait pour traverser le couloir. La porte du bureau restait toujours entr'ouverte. La pièce n'était plus qu'un halo blafard. La lueur bleue et maladive de l'écran découpait le visage de Julien dans l'obscurité, durcissant ses traits, creusant ses cernes jusqu'à lui donner l'apparence d'un spectre. Il émanait de lui une odeur aigre, un mélange écœurant de café froid, croupissant dans des tasses ébréchées et de sueur rance. C'était l'odeur d'un corps qui refuse le repos, maintenu en alerte par l'adrénaline artificielle des graphiques boursiers et des spéculations sur les crypto-monnaies. Lorsqu'il daignait lui adresser la parole en journée, il parlait avec une volubilité agressive de portefeuille virtuel, de levier financier, d'opportunités miraculeuses que les moutons du salariat ne pouvaient pas concevoir. Il s'érigeait en visionnaire. C'était sa façon de colmater la brèche de sa virilité blessée, de se convaincre qu'il dominait encore un système qu'il avait pourtant recraché. Mais le rythme erratique de ses gestes, le tremblement imperceptible de sa mâchoire, trahissaient une panique grandissante. Et puis, il y eut les lettres. Le courrier que Camille relevait chaque midi dans le hall de l'immeuble. Des enveloppes à fenêtres transparentes, révélant de plus en plus souvent un en-tête rouge sang, des mots majuscules tronqués par le cadre de papier, mise en demeure, dernier avis. Elle les posait sur la console de l'entrée, le ventre noué. Le soir venu, elles avaient disparu, escamotées à la hâte, repoussées sous une pile de magazines d'architecture ou enfouies pêle-mêle au fond du tiroir des correspondances administratives. Julien n'en parlait jamais. Camille sentait les fondations de leur vie se fissurer. Le parquet en chêne massif de l'appartement semblait se dérober sous ses pieds à chaque pas, menaçant de céder. Pourtant, elle se taisait, une paralysie familière, forgée par des années de soumission docile et par la terreur viscérale d'affronter son mépris, lui scellait les lèvres. Elle préférait le déni. Elle préférait fermer les yeux sur le gouffre financier qui s'élargissait sous leur lit, avalant méthodiquement leurs économies, clic après clic, dans la lumière glaciale de la nuit. L'illusion du silence vola en éclats un mardi matin. Le bruit strident d'une chaise repoussée violemment sur le parquet déchira l'engourdissement de l'appartement. Julien venait d'ouvrir une énième enveloppe. Il marcha vers elle, d'un pas lourd, l'acculant dans l'étroitesse du couloir qui menait à la chambre. Les murs semblaient soudain se resserrer. L'espace se réduisit à une bande de plâtre blanc, à l'odeur rance de sa sueur froide, à sa respiration forte et sifflante qui trahissait la panique d'un homme cerné par l'urgence de ses dettes. Il exigea qu'elle prenne la broche.
qu'elle descende en presqu'île, rue de la République, dans une de ces échoppes aux devantures jaunes qui rachètent les métaux au poids. C'est pour une opportunité, martelait-il, les mots secs butant les uns contre les autres. Un placement sûr, il fallait des liquidités, tout de suite. Camille tenta de formuler un refus, d'invoquer la mémoire de Madeleine, de protéger ce minuscule fragment de son passé. Il ne la laissa pas finir. Sa main moite jaillit, saisissant brusquement le poignet de sa femme. Le frottement désagréable de sa paume humide contre sa peau provoqua une crispation immédiate, un frisson de dégoût. « Tu vas y aller !» cracha-t-il, la mâchoire contractée, le visage si près du sien qu'elle sentait la chaleur acide de son haleine de café digéré. La pression sur ses os s'intensifia. Ce n'était plus une discussion conjugale, c'était une extorsion physique. Dans l'étau de ses doigts fiévreux, Camille fut foudroyée par une lucidité inédite. Elle observa cet homme qui lui barrait la route et comprit avec effroi qu'il ne restait absolument rien de leur union. Il ne la regardait plus comme son épouse, ni même comme un être humain. Elle était devenue une ressource à exploiter, un ultime actif à liquider pour colmater les brèches de son propre naufrage. L'héritage de Madeleine, son chagrin, son histoire familiale, tout cela ne pesait rien face à l'urgence de son délire. Pour lui, la dépouiller relevait de son droit le plus strict. Il exigeait qu'elle sacrifie sa mémoire sur l'autel de son ego émasculé. « Lâche-moi !» dit-elle d'une voix blanche, le souffle coupé par la tension qui saturait l'air. Les mots se chevauchaient, heurtant les parois du couloir exigu. Il maintint sa prise une seconde de trop, une intimidation muette, lourde de menaces silencieuses, avant de relâcher son bras avec un mouvement de recul brusque. « Prépare-toi, ordonna-t-il en tournant les talons. Va la chercher. » Camille resta immobile contre le mur, frottant machinalement la marque rouge laissée sur son poignet, le cœur battant à tout rompre dans le silence redevenu total. Elle quitta l'appartement sans un mot, la broche glissée au fond de son sac. Mais elle ne prit pas la direction des officines miteuses de rachat d'or que Julien lui avait désignées. Ses pas la guidèrent machinalement vers la presqu'île, loin de l'agitation poisseuse de son foyer, pour pousser la lourde porte en chêne d'un cabinet d'expertise réputé. L'acoustique feutrée du lieu l'enveloppa immédiatement, coupant net le bourdonnement des rues lyonnaises. L'air y était lourd, imprégné d'une odeur réconfortante de cire d'abeille et de vieux papier, vestige d'un monde où les choses avaient une histoire, une permanence. Un homme d'âge mûr, en costume de flanelle, la reçut en silence et l'invita à s'asseoir. De ses doigts encore tremblants, Camille sortit la broche ternie et la déposa sur le velours noir du présentoir posé sur le bureau. Le tissu sombre sembla absorber toute la lumière de la pièce, figeant le bijou dans une immobilité solennelle. Le temps ralentit. Les gestes de l'expert étaient méthodiques, chirurgicaux. Il alluma une lampe articulée, isolant l'objet dans un halo cru. Le clic sec de sa loupe d'orfèvre, lorsqu'il la cala contre son arcade sourcilière, résonna dans le silence absolu du bureau. Il scruta l'objet sous tous les angles, retournant le métal noirci, effleurant les cabochons mat avec une infinie précaution. Camille retenait son souffle, engourdi par une angoisse résiduelle. Lorsqu'il reposa la loupe sur le sous-main en cuir, l'homme croisa le regard de Camille. Son visage ne trahissait aucune émotion, mais sa voix, posée et grave, tomba dans la pièce avec la force d'un gong. « Ce n'est pas du verre, madame, ni de la pacotille. C'est une pièce authentique de René Lalique. Époque Art Nouveau,
autour de 1900. L'émail plique à jour est dans un état de conservation exceptionnel. Il marqua une pause, ajustant ses lunettes. Dans une vente spécialisée, ce bijou serait estimé entre 60 000 et 80 000 euros. Les chiffres flottèrent dans l'air saturé de cire. 60, 80. Camille ferma les yeux, saisie d'un vertige fulgurant. L'engourdissement qui la paralysait depuis des mois se fissura brusquement, balayé par un éveil glacial. En certifiant la valeur inestimable de cet héritage que Julien méprisait tant, l'expert venait, sans le savoir, de certifier la propre valeur de Camille. L'héritage de Madeleine n'était pas une vieillerie sans importance. Son histoire n'était pas un rebut. Elle n'était pas un rebut. La peur viscérale des cris de son mari, la terreur des lettres de relance à l'entête rouge, la soumission silencieuse cultivée par habitude de la paix conjugale, tout cela s'évapora. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, la victime apeurée qui avait franchi la porte de ce cabinet n'existait plus. À sa place se tenait une femme à l'esprit clair, dont les pensées s'alignaient désormais avec la lucidité froide et tranchante d'une stratège. Elle refit le trajet vers la Croix-Rousse avec une lenteur délibérée. Au fond de la poche droite de son manteau, la pulpe de ses doigts caressait sans relâche la douceur de la pochette en suédine. Ce contact permanent agissait comme un ancrage physique, une vérité tangible contre l'illusion de sa vie conjugale. Lorsqu'elle tourna la clé dans la serrure, l'odeur rance de café froid et de transpiration séchée l'accueillit. Le décor n'avait pas changé, mais la perspective s'était décalée. Elle n'en faisait plus partie. Elle avança silencieusement jusqu'au salon. Julien était affalé sur le canapé. L'écran du téléviseur diffusait une lumière stroboscopique qui accusait les traits affaissés de son visage et la pâleur maladive de sa peau. Il mâchait bruyamment une poignée d'arachides, la bouche à demi ouverte. Le bruit humide de sa mastication, cette nuisance sonore qui, la veille encore, aurait déclenché chez Camille une angoisse paralysante, ne lui inspira qu'un détachement absolu. Elle l'observait de loin. Une entomologiste étudiant un parasite engourdi par sa propre inertie. Il n'était plus la figure d'autorité menaçante qui la terrorisait dans les couloirs étroits de l'appartement. Il n'était qu'un homme médiocre, boursouflé par ses échecs. Il tourna lourdement la tête au bruit de ses pas. Ses yeux cernés scannèrent immédiatement les mains de sa femme. « Alors, demanda-t-il, la voix pâteuse, t'en as tiré combien de cette merde ?» Camille soutint son regard. Son pouls battait d'une régularité parfaite. « Rien, dit-elle d'une voix blanche. » Julien se redressa à demi, des miettes tombant sur le tissu de son t-shirt froissé. « Comment ça, rien ? C'est du verre, une imitation bon marché. Le prêteur sur gage a dit que l'armature était en laiton oxydé et n'avait aucune valeur de fonte. Il n'a même pas voulu la garder. » Un rictus étira les lèvres de Julien avant qu'il ne lâche un reniflement de mépris. Il se laissa retomber contre le dossier du canapé, visiblement rassasié par cette confirmation de sa propre supériorité. « Je te l'avais bien dit, ta famille n'a jamais rien eu de valeur. Fous ça à la poubelle et sors-moi une bière au lieu de rester planté là. » Oui, elle lui tourna le dos. Sous la banalité sordide de l'échange, une tension extrême pulsait à l'intérieur de sa cage thoracique. La violence de ce décalage entre ses mots soumis et son esprit affûté lui donna le vertige. Elle traversa la cuisine, ouvrit le bac à ordures pour faire claquer le plastique d'un emballage vide, puis s'accroupit. Ses gestes étaient d'une précision mécanique.
Elle retira d'un coup sec la plainte amovible, située sous les placards du bas, et glissa la pochette en suédine tout au fond, dans l'obscurité poussiéreuse du vide sanitaire. En se relevant, elle lissa machinalement le pli de son manteau. Le rapport de force s'était inversé dans le silence le plus total. Elle n'était plus la femme apeurée, attendant les foudres d'un mari tyrannique. Elle était devenue une actrice sur la scène de son propre foyer, récitant avec une docilité feinte les répliques d'une pièce dont elle seule connaissait désormais le dénouement. La rupture ne s'accompagna d'aucun éclat de voix, d'aucun bris de vaisselle. L'engourdissement avait laissé place à une efficacité redoutable. 3 jours plus tard, alors que Julien dormait encore, terrassé par une énième nuit de veille devant l'effondrement de ses courbes virtuelles, Camille posa 2 valises remplies de ses vêtements dans l'entrée. Lorsqu'il émergea de la chambre, l'œil vitreux et le souffle lourd, elle lui annonça d'une voix monocorde que le serrurier avait déjà remplacé le barillet de la porte blindée. Le choc de cette éviction chirurgicale le laissa hébété, inapte à formuler la moindre de ses menaces habituelles. Le véritable affrontement, le seul qui comptait désormais, eut lieu 1 mois plus tard sous la lumière blanche et stérile d'un cabinet d'avocat. La pièce exsudait une froideur clinique, isolée du reste du monde. Autour de la lourde table en verre, l'atmosphère était saturée par le bruissement sec des liasses fiscales et des relevés bancaires que l'avocate de Camille compulsait. Chaque page tournée exposait au grand jour le naufrage financier de Julien, la traçabilité implacable de ses dettes, la preuve imprimée de sa frénésie pathologique. Acculé dans son costume devenu trop grand pour lui, le visage marbré d'une rage impuissante, Julien tenta un dernier coup de force. Avec une hargne désespérée, il exigea la liquidation totale des biens, réclamant la moitié de tout. Son index tapota nerveusement le plateau de verre lorsqu'il mentionna l'héritage de Madeleine, exigeant que la broche soit intégrée à la communauté pour éponger le gouffre qu'il avait lui-même creusé. Même sans en connaître la valeur réelle, son instinct de parasite le poussait à vouloir la dépouiller jusqu'à la dernière miette de son passé. L'avocate leva des yeux dénués de la moindre empathie. Elle réajusta ses lunettes et posa une main plate sur l'épais dossier de la procédure. Son ton fut purement factuel, dénué de toute scorie émotionnelle. En vertu des dispositions du Code civil, les biens échus par succession restaient des biens propres. Ils échappaient totalement à la communauté de biens, quelles que soient les créances accumulées par l'un ou l'autre des conjoints pendant le mariage. Julien ouvrit la bouche pour contester, pour imposer sa vérité comme il le faisait autrefois dans l'étroitesse de leur couloir, mais la voix de la juriste trancha l'air de la pièce. Débouté, le mot claqua avec une sécheresse définitive, humiliante, une exécution administrative en 3 syllabes. La mâchoire de Julien se crispa si fort qu'un muscle tressaillit sous sa tempe. Son visage se contracta dans une grimace hideuse, celle d'un homme dont le narcissisme tout-puissant venait de se fracasser à pleine vitesse contre le mur impénétrable de la réalité juridique. Assise face à lui, le dos parfaitement droit, Camille le regarda se décomposer. Elle ne ressentit aucune joie éclatante, aucune envie de sourire ou de triompher à voix haute. Seulement un soulagement viscéral, lourd et profond. L'illusion de son mariage achevait de se dissoudre sous les néons blafards du cabinet. Elle savourait la satisfaction pure et glaciale de voir l'ordre naturel des choses rétabli, observant cet étranger
qu'il avait méthodiquement vidé de sa substance, repartir exactement comme la loi l'exigeait, avec rien. Quelques semaines plus tard, l'atmosphère stérile et étouffante du cabinet d'avocat n'était plus qu'un lointain souvenir, balayé par l'effervescence majestueuse de la salle des ventes de l'hôtel Drouot, à Paris. Assise au milieu des rangées de chaises en velours, Camille retint son souffle, tandis que les voix s'élevaient et se répondaient. 70 000, 72 000. Puis le silence se fit, dense et respectueux. Le coup de marteau en ivoire du commissaire-priseur claqua sèchement sur le pupitre en acajou, adjugeant la broche de la Belle Époque pour 75 000 €. Ce bruit sec, qui résonna jusqu'aux voûtes de la grande salle, ne scellait pas seulement une transaction exceptionnelle. Il tranchait net le dernier fil invisible qui la reliait encore à son calvaire domestique. Un chapitre entier de son existence venait de se clore dans un éclat de bois et de certitude. L'argent afflua sur son compte bancaire quelques jours plus tard, agissant comme une longue respiration après des années d'apnée. Avec une méthode implacable et sans la moindre hésitation, elle solda immédiatement sa part du crédit immobilier, se délestant définitivement des murs de la Croix-Rousse qui avaient abrité sa lente asphyxie. Une part de cet héritage providentiel fut virée sur le compte de son frère, Antoine. C'était sa manière silencieuse et élégante de partager la protection posthume que Madeleine leur avait offerte, de restaurer l'équilibre d'une histoire familiale que Julien avait vainement tenté de salir et de réduire à une vulgaire vieillerie de marché aux puces. Lorsqu'elle redescendit du train à Lyon, la ville lui parut soudain immense, ouverte et lumineuse. C'était un matin clair d'automne. En marchant d'un pas régulier vers les quais de Saône, elle inspira profondément, emplissant ses poumons d'un air vif et piquant qui charriait l'odeur réconfortante de beurre chaud et de sucre caramélisé émanant d'une boulangerie de quartier. Son corps, autrefois perpétuellement recroquevillé dans l'attente anxieuse du prochain conflit, se déployait désormais avec une grâce nouvelle, libérée du poids de l'intimidation. Les phrases qui formulaient ses pensées s'allongeaient, trouvaient leur rythme naturel, fluide et aéré. Elle venait d'accepter un poste dans une agence de design d'intérieur réputée, un travail gratifiant où son sens aigu de l'esthétique et de la précision, si longtemps nié, prenait enfin toute sa dimension. Assise à la terrasse d'un café, baignée par la lumière rasante et dorée du soleil matinal, elle sortit son téléphone de son sac. L'écran s'alluma sur une notification affichant un énième message de Julien, probable mélange de reproches aigris et de lamentations narcissiques. Camille ne prit même pas la peine d'en lire la première ligne. Le visage parfaitement serein, elle fit glisser son pouce sur le verre d'un geste fluide, ouvrit les paramètres du contact et appuya sur la commande rouge. La douce et brève vibration haptique de l'appareil sous la pulpe de ses doigts, lorsqu'elle valida l'action de bloquer définitivement ce numéro, lui procura une satisfaction d'une pureté absolue. C'était terminé. L'héritage terni de sa grand-mère l'avait sauvé de la ruine matérielle, mais son véritable pouvoir avait été de la ressusciter spirituellement. Elle n'était plus définie par son traumatisme, par la peur ou par les cendres d'un mariage raté. Elle était entière, autonome, solidement ancrée dans le présent, prête à avancer dans la clarté d'une vie qui n'appartenait désormais qu'à elle seule. Le nouvel appartement qu'elle louait aux abords du parc de la Tête d'Or ne ressemblait en rien
à l'ancienne forteresse étouffante de la Croix-Rousse. C'était un 2 pièces fonctionnel, presque clinique dans sa blancheur. Il n'y avait ni moulure ni parquet qui craquait sous le poids des non-dits. Les fenêtres en PVC, double vitrage, isolaient parfaitement l'espace de la rumeur urbaine, créant un cocon d'une étanchéité absolue. Le silence qui y régnait avait changé de nature. Il n'était plus cette matière poisseuse et menaçante qui précédait les colères de Julien, cette absence de bruit qui annonçait les tempêtes. C'était un silence hygiénique, plat, reposant. Camille aménagea l'espace avec une parcimonie méthodique. Elle n'acheta que l'essentiel, une table aux lignes épurées, un lit, quelques luminaires d'acier brossés. Chaque objet qui franchissait le seuil de cet appartement devait avoir une fonction précise, une utilité avérée. Elle refusait désormais l'accumulation, cette tendance bourgeoise à remplir le vide par des bibelots qui finissaient par absorber l'oxygène. Les choses, comme les relations humaines, devaient être pesées, évaluées à l'aune de ce qu'elles lui apportaient réellement. Un jeudi midi, elle retrouva son frère Antoine dans une brasserie anonyme du quartier de la Part-Dieu. L'endroit sentait la sauce au vin et le café serré, saturé par le brouhaha des déjeuners d'affaires. Antoine, toujours un peu fuyant, le regard brouillé par ses propres incertitudes financières, s'assit face à elle en triturant le menu plastifié. Camille ne s'encombra d'aucun préambule émotionnel. Elle sortit une enveloppe Kraft de son sac et la glissa sur le plateau de la table, repoussant doucement le panier à pain pour lui faire de la place. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque, l'exacte moitié de ce qu'il restait de la vente de Drouot après le solde de ses propres dettes immobilières. Antoine fixa le rectangle de papier avec une incrédulité muette. Ses épaules, d'ordinaire voûtées par l'anxiété, semblèrent s'affaisser sous le coup d'un soulagement brutal. Il balbutia quelques mots de gratitude, cherchant dans les yeux de sa sœur une trace de cette vulnérabilité qu'il lui avait toujours connue. Il n'y trouva qu'une surface lisse, polie par les épreuves. Camille le regarda faire glisser l'enveloppe dans la poche intérieure de sa veste, avec la satisfaction froide d'un comptable clôturant un exercice. Elle réglait une dette morale, rétablissait un équilibre généalogique que Julien avait failli anéantir. L'argent n'était qu'un vecteur, un outil de désinfection. Dans les semaines qui suivirent, elle prit ses fonctions dans un cabinet d'architecture d'intérieur de la presqu'île, non loin de l'étude où le commissaire-priseur avait fait basculer son destin. Son travail consistait à optimiser des espaces contraints, à repenser des cloisons pour faire entrer la lumière dans de vieux immeubles cossus. La métaphore ne lui échappait pas, mais elle s'en amusait avec un détachement cynique. Elle passait ses journées à tracer des lignes droites sur des plans, à calculer des volumes, à chiffrer des matériaux nobles. Elle maîtrisait la matière, les coûts, les délais. Le soir, lorsqu'elle rentrait chez elle, elle posait ses clés sur la console de l'entrée avec un petit cliquetis métallique qui lui appartenait en propre. Elle se préparait des repas simples, s'asseyait face à la baie vitrée et regardait les phares des voitures glisser sur l'asphalte humide du boulevard. Il n'y avait plus d'écran clignotant dans la pénombre, plus de respiration sifflante, plus d'odeur de sueur rance. Seulement le murmure régulier de la ventilation mécanique et la certitude, dure et brillante comme un diamant de laboratoire, qu'elle ne se laisserait plus jamais évaluer par personne d'autre qu'elle-même. Pourtant, le corps possède une mémoire tenace, une cartographie des anciennes peurs qui met du temps à s'effacer. Parfois, le dimanche après-midi,
lorsque la lumière déclinait et que l'appartement plongeait dans une pénombre grise, Camille ressentait une infime crispation à la base de sa nuque, un réflexe pavlovien. Pendant des années, cette heure précise avait été celle de la tension maximale, le moment où l'humeur de Julien se densifiait, où un mot de travers pouvait déclencher une avalanche de reproches froids et de silences punitifs. Elle se surprenait à attendre le claquement d'une porte, le soupir exaspéré. Mais rien ne venait. L'air restait immobile, pur. Elle apprenait méthodiquement à habiter ce vide, à comprendre que la paix n'était pas l'antichambre d'une crise, mais un état de fait. Le dernier lien administratif fut tranché un matin de novembre. Le courrier du notaire arriva dans une enveloppe épaisse, au papier lourd et texturé. À l'intérieur, un décompte final, imprimé en caractères minuscules et stricts. Le solde du crédit immobilier était officiellement apuré. La ligne des dettes affichait un zéro parfait, rond, définitif. Camille passa la pulpe de son index sur le chiffre, sentant la légère indentation de l'encre sur la feuille. Il n'y avait plus d'hypothèque, plus d'agio, plus de lettres de relance cachées à la hâte. Elle alluma son ordinateur, ouvrit l'interface lisse de sa banque en ligne et effectua dans la foulée le virement prévu pour son frère, Antoine. 30 000 €. Une transaction silencieuse, validée par un simple code à 6 chiffres, reçu sur son téléphone. Lorsqu'Antoine l'appela quelques minutes plus tard, la voix étranglée, balbutiant des remerciements qu'elle coupa court, avec une douceur ferme, elle sut qu'elle venait de racheter bien plus qu'une part d'héritage. Elle avait restauré la lignée de Madeleine. L'argent, autrefois arme de destruction massive entre les mains de Julien, était redevenu ce qu'il devait être, un outil de transmission et de liberté. La seule anomalie dans cette mécanique parfaite survint la semaine suivante, sous la forme d'un courriel atterri dans ses dossiers indésirables. L'objet était vide. L'adresse d'expédition était une déclinaison pathétique du prénom de Julien, flanqué de chiffres aléatoires. Il avait dû créer un nouveau compte après qu'elle eut bloqué de manière systématique tous ses numéros et profils. Le message était une logorrhée désordonnée, une alternance prévisible de jérémiades sur sa situation financière désastreuse et d'insinuations venimeuses sur la supposée vénalité de Camille. Il parlait de ses portefeuilles virtuels qui allaient forcément rebondir, d'un complot d'huissiers, de la cruauté dont elle avait fait preuve en l'abandonnant au pire moment. Il exigeait, d'une syntaxe hachée, qu'elle lui reverse sa part de la vente de Drouot. Camille lut les paragraphes sans que son rythme cardiaque ne s'accélère d'une seule pulsation. Elle observait les mots sur l'écran avec la fascination détachée d'un biologiste examinant une culture bactérienne sous la lamelle de son microscope. La prose de Julien transpirait la panique, l'échec et la perte totale de contrôle. Il n'était plus le géant menaçant qui la dominait de toute sa hauteur dans l'étroitesse du couloir. Il n'était plus qu'une suite de pixels inoffensifs, un fantôme numérique qui se débattait dans le vide de ses propres illusions. Elle ne ressentit ni pitié, ni colère, ni même le besoin de se justifier. Seulement un profond dégoût esthétique pour ce manque de dignité. Elle ne répondit pas. D'un glissement de doigts fluide sur le pavé tactile, elle sélectionna le message et cliqua sur l'icône de la corbeille. Le fichier disparut dans le néant informatique sans faire le moindre bruit. Le lendemain matin, elle finalisa la rupture matérielle avec la même précision chirurgicale.
Assise dans le bureau aseptisé de son conseiller bancaire, elle observa sur l'écran d'ordinateur le transfert des fonds issus de la vente de Drouot. D'une simple signature, au bas d'un formulaire, elle solda l'intégralité de sa part du crédit immobilier qui la rattachait encore aux murs étouffants de la Croix-Rousse. La chaîne financière était tranchée nette. Julien se retrouverait seul face à l'hypothèque, seul face aux huissiers et au gouffre de ses crypto-monnaies, prisonnier du désastre qu'il avait lui-même enfanté. Elle n'éprouva pas l'ombre d'une culpabilité, seulement la satisfaction arithmétique d'une équation enfin résolue et l'ordre naturel des choses rétablies. En sortant de l'agence, l'air vif de l'automne lyonnais emplit ses poumons, balayant les dernières traces d'anxiété pour laisser place à une sensation d'espace infini. L'odeur réconfortante de beurre chaud et de levure s'échappait d'une boulangerie de quartier, l'ancrant profondément dans la simplicité lumineuse du présent. Elle s'arrêta un instant sur le trottoir, sortit son smartphone et ouvrit l'application de ses comptes pour y saisir l'IBAN d'Antoine. Son frère n'avait jamais rien réclamé, ignorant tout de l'expertise de la presqu'île et de la véritable nature de la broche, mais Camille refusait de bâtir son indépendance sur une omission. Elle lui transféra une part substantielle de l'héritage, avec pour unique motif de virement le prénom de leur grand-mère. C'était un acte de justice silencieuse, une manière de laver la mémoire de Madeleine de toute la cupidité qui l'avait brièvement salie. Les jours suivants s'étirèrent avec une fluidité nouvelle, les phrases de sa propre vie semblant soudain s'allonger et respirer. Cette sérénité retrouvée se cristallisa par la signature d'un contrat pour un poste de direction dans une agence d'urbanisme, un emploi gratifiant qu'elle avait décroché en faisant preuve d'une assurance froide et implacable lors des entretiens. Elle ne s'excusait plus d'exister, elle ne minimisait plus ses compétences pour épargner l'ego de quiconque. Elle était entière, actrice de ses propres décisions, maîtresse de son propre territoire. Le soir même, alors qu'elle lisait dans le silence parfait de son nouveau salon, l'écran de son téléphone s'illumina sur la table basse, affichant une suite de 10 chiffres qu'elle ne connaissait que trop bien. Julien tentait une ultime incursion, cherchant désespérément une faille dans la forteresse qu'elle avait érigée entre eux. Camille saisit l'appareil sans hâte. Son pouce survola les paramètres avec une lenteur délibérée, savourant la pleine possession de son libre arbitre. Elle sélectionna la ligne en rouge au bas de l'écran, ressentant la vibration haptique douce et incroyablement satisfaisante de l'appareil sous la pulpe de son doigt lorsqu'elle valida l'action. Bloquer ce contact. La notification s'effaça instantanément, renvoyant l'ombre de son ex-mari dans des limbes inaccessibles et refermant définitivement le cercle de sa renaissance. Le silence qui s'installa dans la pièce n'avait plus rien de la lourdeur poisseuse des mois précédents. C'était un silence net, géométrique, aux arêtes franches. Camille posa le téléphone face contre le plateau de la table basse. Elle se leva, lissant le pli de son pantalon en toile, avec la paume de ses mains, un geste machinal désormais dénué de toute anxiété. La lumière de novembre traversait les baies vitrées de son salon, projetant des ombres étirées et paisibles sur le sol clair. L'espace lui appartenait. Il n'y avait plus de présence massive pour en saturer les angles, plus de respiration sifflante pour en vicier l'air. Elle enfila un manteau de laine, pas l'ancien, pas celui aux poches profondes, où s'était longtemps tapie la pochette en suédine, comme un secret brûlant. En bas de l'immeuble, l'air vif de l'automne lyonnais lui fouetta le visage.
Il y avait une netteté dans le froid matinal qui semblait purifier les rues. En remontant le boulevard, l'effluve chaud, sucré et beurré d'une boulangerie artisanale vint se mêler à l'odeur minérale du bitume humide et des feuilles mortes écrasées sur le trottoir. Elle entra. La chaleur familière du lieu l'enveloppa. Elle commanda un café noir. La banalité de la transaction, le tintement clair de la monnaie rendue sur le comptoir en zinc, la voix neutre et polie de la vendeuse, tout lui paraissait d'une précision inouïe. Personne n'évaluait ses dépenses. Personne ne scrutait ses gestes pour y déceler une faiblesse à exploiter. Assise quelques minutes plus tard sur un banc, face aux grilles majestueuses du parc de la Tête d'Or, elle sentit la chaleur du gobelet en carton diffuser à travers ses gants. Elle ouvrit de nouveau l'application de sa banque. Il restait une dernière ligne à écrire dans le grand livre de compte de cet héritage. Elle sélectionna le profil d'Antoine, son frère. Lui qui n'avait posé aucune question, qui avait respecté sa retraite silencieuse durant la tempête juridique. Elle saisit un montant précis, correspondant à la moitié du reliquat de la vente de Drouot, une fois ses propres dettes purgées. C'était une restitution. La mémoire de Madeleine, lavée de la cupidité destructrice de Julien, retrouvait sa juste place dans la lignée familiale. Le virement fut exécuté avec cette même fluidité numérique qui, jadis, engloutissait leurs économies dans des abysses virtuels au milieu de la nuit. Mais cette fois, la transaction réparait au lieu de détruire. En regardant la vapeur fine s'échapper de son café et se dissiper dans l'air froid, Camille comprit que la broche n'existait plus pour elle sous sa forme matérielle. L'objet avait accompli sa fonction. L'or et l'émail de René Lalique s'étaient métamorphosés. Ils coulaient désormais dans les fondations mêmes de cette nouvelle vie, invisible, inaltérable. Elle n'était plus la dépositaire d'une relique ternie, ni la spectatrice figée de son propre effondrement. L'engourdissement s'était évaporé. En se levant du banc pour entamer sa marche vers les bureaux où elle prenait ce matin-là ses nouvelles fonctions, elle sentit le poids exact de son propre corps sur le sol. Un ancrage parfait. Chaque pas résonnait sur le gravier avec la fermeté de ce qui ne peut plus être contesté. Les portes automatiques du bâtiment s'écartèrent dans un chuintement fluide. Le hall d'accueil sentait le propre, une odeur neutre de détergent industriel et de moquette neuve. Camille passa son badge sur le lecteur. Le bip aigu et le déclic métallique du tourniquet confirmèrent son droit d'entrée. C'était un geste mécanique, insignifiant pour la plupart des employés, mais pour elle, il matérialisait une frontière étanche. Ici, elle possédait une fonction, un espace délimité par les cloisons vitrées de son bureau. Elle n'était plus la variable d'ajustement des humeurs d'un homme en perdition, ni le réceptacle de sa frustration. Elle s'installa devant son poste de travail, l'écran s'illuminant d'une clarté douce qui n'avait plus rien de commun avec les reflets bleutés, frénétiques et maladifs des nuits de Julien. Le clavier cliquetait sous ses doigts avec une régularité apaisante, métronome d'une vie enfin maîtrisée. Chaque courriel envoyé, chaque dossier classé était une brique scellée à l'édifice de son indépendance. Le salaire qui tomberait à la fin du mois serait le sien, une somme tangible, prévisible, définitivement soustraite au chaos et à la folie spéculative d'un autre. À la pause déjeuner, elle quitta le bâtiment vitré. L'air vif d'octobre lui cingla agréablement les joues. L'odeur de pain chaud et de beurre fondu d'une boulangerie voisine flottait dans la rue,
se mêlant au parfum humide des feuilles mortes écrasées sur les trottoirs de Lyon. En marchant vers les quais du Rhône, elle composa le numéro de son frère. Antoine décrocha rapidement. Elle lui annonça d'une voix neutre et posée qu'elle venait de valider un virement sur son compte, une part exacte de la vente de Drouot. Lorsqu'il bégaya, tentant de refuser par décence face au montant, elle l'interrompit avec une fermeté bienveillante. Ce n'était pas une aumône, lui expliqua-t-elle, mais une restitution, le juste équilibre d'une mémoire familiale qu'un étranger avait cru pouvoir engloutir pour combler ses propres failles. En raccrochant, elle glissa le téléphone au fond de sa poche. Le contact du tissu épais contre sa main remplaça la sensation de la petite pochette en suédine qui, des mois durant, avait abrité l'œuvre de Lalique. L'objet physique avait disparu, transmuté par la mécanique de la justice et de l'économie, en une barrière infranchissable. La broche ternie, reléguée au rang de pacotille par la vanité d'un mari destructeur, l'avait sauvée. Elle n'était plus la femme apeurée rasant les murs de son propre appartement, ni la victime d'un naufrage domestique. Camille traversa l'avenue, le regard droit, absorbant le bourdonnement continu de la ville non plus comme une menace sourde, mais comme le simple bruit d'un monde vaste et ouvert dans lequel elle avançait enfin à son propre rythme. L'air piquant de ce matin d'automne lyonnais s'engouffrait dans les rues perpendiculaires, charriant avec lui l'odeur chaude et beurrée d'une boulangerie toute proche. Camille respira profondément, remplissant ses poumons de cette effluve réconfortante, si éloignée de la sueur rance et du café froid, qui saturait jadis l'atmosphère étouffante de la Croix-Rousse. Chaque pas sur le bitume encore humide de la rosée matinale résonnait comme si c'était une ultime tentative de s'immiscer dans les brèches qu'il croyait encore ouvertes. Un pathétique sursaut d'ego. Le pouce de Camille glissa sur le verre tactile avec une lenteur délibérée. Elle ne ressentit ni peur ni colère, juste le détachement absolu d'une femme observant un étranger s'agiter dans le vide. Elle sélectionna les paramètres du message. Une douce vibration haptique, nette et profondément satisfaisante, parcourut l'appareil lorsqu'elle appuya sur la commande bloquer ce contact. La notification disparut, avalée par le néant numérique. Le ciel au-dessus des toits semblait soudain plus vaste, dégagé de ses derniers nuages, offrant à son regard l'infinie possibilité d'une journée qui lui appartenait tout entière. Elle laissa glisser le téléphone dans la poche de son manteau, le contact de la laine épaisse contre ses phalanges, achevant de dissiper le fantôme numérique de son mariage. Ses pas reprirent leur cadence sur les pavés irréguliers des pentes, un rythme ample et régulier qui épousait le mouvement naturel de son corps retrouvé. Elle n'était plus cette ombre figée dans l'embrasure d'une porte, guettant la lueur blafarde d'un écran ou le cliquetis frénétique d'une souris pour évaluer le degré de dangerosité de son propre foyer. La broche de Madeleine n'existait plus matériellement pour elle, dissoute dans le coup de marteau sec du commissaire-priseur, mais sa véritable essence battait désormais à l'intérieur de ses veines. Ce n'était pas le métal ou le verre sculpté de la belle époque qui l'avait sauvée, mais la révélation brutale de sa propre intégrité face à un homme qui n'avait eu de cesse de la réduire à une simple ressource exploitable. En validant l'authenticité de l'objet, elle avait authentifié son droit fondamental à l'existence. Camille s'engagea sur le pont qui enjambait le Rhône, observant le courant puissant et continu du fleuve qui charriait les reflets métalliques du soleil matinal.
L'eau s'écoulait sans jamais se retourner, indifférente aux obstacles, animée par sa seule force motrice. Elle redressa les épaules, sentant la brise pimpante glisser sur son visage comme une validation silencieuse de la ville elle-même. Il n'y avait plus de dettes à éponger, plus de menaces voilées dans l'étroitesse d'un couloir, plus de mensonges à tisser pour préserver l'illusion d'une sécurité conjugale qui n'avait été qu'une mécanique d'écrasement. Pleinement ancrée dans la densité de l'instant présent, elle se fondit dans le flux ininterrompu des passants, femme anonyme et entière, devenue l'unique propriétaire de son espace, de ses décisions et de son avenir.